Dans cet appétissant épisode de Mythbusters, Adam et Jamie régurgitent un épisode de Seinfeld. Désolé. Tremper 2 fois ces chips est-il hygiénique? Et ils ne ménagent pas leurs efforts pour découvrir si le gag de la peau de banane est toujours aussi efficace. Je l'avais jamais vu comme ça. Pendant ce temps, Gary, Tori et Grant s'éclatent C'était géant! et se mettent au fourneau pour tester le mythe des diamants artificiels. Je vais être riche. Tenez-vous prêts à connaître des frissons, des rires et à admirer la plus grosse explosion de la carrière des Mythbusters. Qui sont les Mythbusters? Adam Savage Vise un peu mon gilet pare-balles. et Jamie Heineman. C'est pas dans mes habitudes. À eux deux, ils ont plus de 30 ans d'expérience dans le domaine des effets spéciaux. Je m'en lasserai jamais. À leur côté, Grant Imahara, Victoire! Tori Belleci et Carrie Byron. Je vais me faire la belle. Ils ne se contentent pas de recenser les mythes, ils les mettent à l'épreuve. Je peux savoir pourquoi tu jongles avec des bananes? C'est parce que nous allons tester l'un des plus vieux gags du cinéma. Il suffit de laisser traîner une peau de banane sur un trottoir pour que quelqu'un glisse dessus et se retrouve sur les fesses. Le gag de la glissade sur une peau de banane. Exactement. Selon les lois de la grosse farce, une peau de banane jetée par terre fait immanquablement une victime. Mais la chute est-elle réellement garantie ou n'est-ce que du cinéma? Belle présentation. Merci. On commence par quoi? Pour moi, c'est simple. On prend une banane, on l'épluche, on jette la peau par terre et on essaie de glisser dessus. Pas la peine de compliquer les choses. Allons-y. Pour voir si une peau de banane peut avoir raison de son équilibre, Jamie enfile une tenue plus adéquate pendant que Adam contacte son assurance. Oui. Non. Une banane. On va juste mettre une banane. Oui, avec les yeux bandés. C'est juste pour voir s'il va glisser, vous savez, le gag de la peau de banane. Tout à fait. Je vous rappelle après. Vous savez tout. Les yeux bandés, Jamie ne verra pas la peau de banane pour ce qui promet d'être un moment d'anthologie. Tu vas avancer tranquillement. Arrête-toi. Mais contrairement à ce qui se passe dans les films, Jamie persiste à manquer sa cible, avant d'enfin y arriver. T'as marché dessus, mais il ne s'est rien passé. Ce n'est pas vraiment le résultat escompté. Et j'ai senti la peau de banane quand j'ai marché dessus. Mais quand on sent un truc comme ça, on compense naturellement. À aucun moment je n'ai senti que j'allais tout à coup perdre l'équilibre. Jamie est peut-être assez habile pour éviter une peau de banane, mais cette fois-ci, la chute est sûrement inévitable. Cette tripotée de peau de banane, au reflet cuivré et à la surface glissante, est en fait un piège quasiment fatal qui rend la chute inévitable. Voyons comment Jamie va s'en tirer. Vas-y. Mais tripoté ou pas, Jamie reste sur ses jambes. Je crois qu'il faut que j'avance plus vite. Comme ça, le fait que je m'attende à marcher sur une peau de banane ne comptera plus. Si je glisse, je tomberai. Mais même en courant, ça n'a aucun effet. Bien joué! Ça sent le sapin pour ce mythe. Je peux enlever ça. Oui, vas-y. C'est mieux. T'as la moustache en bataille. Ah, c'est mieux. Une banane, aucun effet. 10 bananes, ça glissait un peu plus, mais rien de spectaculaire, même au pas de course. Je crois qu'il faut qu'on procède à des tests pour voir à quel point les peaux de banane sont glissantes, comparées à d'autres objets glissants. Il est donc temps de faire place à la science.
on va étudier deux genres de friction. La première s'appelle la friction statique, c'est-à-dire qu'elle se produit lorsqu'un objet immobile essaie de bouger. La seconde s'appelle la friction cinétique ou dynamique, qui détermine la résistance d'une peau de banane au mouvement. Je vais fabriquer des systèmes pour tester ces deux frictions et comparer les peaux de banane à d'autres objets glissants. Résumons. Lorsqu'on glisse sur une peau de banane, deux frictions différentes entrent en jeu. Tout d'abord, la friction statique, que la peau de banane doit surmonter pour se mettre en mouvement. Une fois en mouvement, la friction dynamique exprime la résistance de la peau face au glissement. Pour tester la friction statique, Adam s'est surpassé. Commençons avec une chaussure lestée de 2 kg, pour voir quel est son angle de friction statique. D'accord. 10, 20, 45. 45 degrés pour la godasse. C'est la donnée de base. Et avec la peau de banane? 10, 15. Ça y est. Ouais, 15 degrés. La peau de banane divise donc par 3 la friction statique. Qu'est-ce qui est plus lisse qu'une peau de banane? J'ai justement sur moi un échantillon d'agent de mise bas. En la comparant à ce lubrifiant ultra lisse, nos amis vont pouvoir évaluer où se situe la peau de banane sur l'échelle des matériaux glissants. 5, 10, 15, 20. J'avais pas envie d'y toucher. Selon les lois de la physique, ce mythe tient la route. Étonnamment, la friction statique de la peau de banane est plus faible que celle du lubrifiant. Mais il reste un dernier test à faire, celui de la friction dynamique. C'est ce que cet appareil va mesurer, la force nécessaire pour tirer l'objet une fois la friction statique surmontée. Une nouvelle fois, la chaussure sert de cobaye. Jamie la pousse délicatement pour la faire avancer. Je dirais 6,5 kg. C'est ça. Mais avec la peau de banane, ce chiffre baisse de moitié. 3,2 kg. Pour finir, le lubrifiant. C'est ignoble. C'est parti. 2,2 kg du début à la fin. Voilà pour les données. Mais que signifie-t-elle? La peau de banane n'est pas le matériau le plus glissant. Nous avons trouvé un lubrifiant plus glissant. Mais la peau de banane s'en sort honorablement. Mais pour moi, rien ne sera définitif tant qu'on n'aura pas testé ce mythe à grande échelle. Et maintenant? C'est marrant, malgré tous les tests effectués, on n'a toujours pas vu une seule glissade. Donc pour toi, il faut que quelqu'un se retrouve le cul par terre. Exactement. Mais il va nous falloir plus de bananes. Beaucoup plus. Oui. C'est quoi ce bling-bling? On s'est fait une bijouterie. Non, c'est pour notre prochain mythe. Pourquoi? On veut savoir s'il est possible de fabriquer des diamants. Des sociétés le font déjà, non? Oui, mais ce sont de grosses boîtes. Notre approche est différente. On veut voir si on peut le faire de chez soi. D'accord, des diamants maison. Tout juste. Internet offre plein de recettes pour fabriquer des diamants dans votre cuisine. Pas la peine d'avoir des machines ultra sophistiquées pour faire des diamants. Nous avons 3 techniques différentes. La première utilise du beurre de cacahuète et un micro-ondes. La deuxième, du fer fondu. Et la dernière, vue dans les experts, nécessite du graphite et un autocuiseur. D'accord, essayons. Si ça marche, on sera millionnaire. Pour en savoir davantage, Tori interroge le docteur Michael Franklar de l'Université de Berkeley. Quels ingrédients me conseilleriez-vous? Je vous dirais de commencer avec des métaux comme le nickel, le cobalt ou le fer, ainsi qu'avec du sel sous sa forme active. Mais il faut forcément une graine initiale sous la forme d'un petit diamant. Donc, il faut un petit bout de diamant pour en générer un gros. Si vous commencez avec une petite graine, même de piètre qualité, elle peut se développer et grossir. Tous ces conseils n'ont fait qu'attiser la motivation de Tori. Pendant qu'il assemble son matériel, C'est mon autocuiseur. Carrie se met au fourneau avec du beurre de cacahuète. Internet propose une recette simple pour transformer du beurre de cacahuète ordinaire en diamant.
Vous prenez 2 briquettes de charbon, vous les recouvrez de 115 g de beurre de cacahuète, vous placez le tout dans un plat adapté au micro-ondes et vous les enfournez pendant 60 minutes en ajoutant du beurre toutes les 10 minutes. Cela semble fou, mais selon ces doux rêveurs, Prenez 115 grammes de beurre de cacahuète. il vous suffit d'un micro-ondes pour faire fortune. Mais sans surprise, au bout de 5 minutes, ça commence à sentir le roussi. Le couvercle de mon plat spécial micro-ondes a maintenant un énorme trou et le fond est complètement fendu. Je vais changer de plat et recommencer. C'est parce que je veux ces diamants. Mais visiblement, Deuxième round. transformer du beurre de cacahuète en diamant n'est pas si simple. Un nouveau plat fichu, il y a plein de fumée. Je commence à me dire qu'il vaudrait mieux faire ça dehors. La ventilation s'en trouve améliorée, mais pas la cuisson. Ces diamants vont nous coûter très cher, vu le nombre de fours micro-ondes et de plats qu'on utilise. Je commence à croire que c'est impossible. Finalement, au bout de 3 essais, de 3 plats et de 2 micro-ondes, Carrie tient enfin ses prétendus diamants. Je ne vois pas vraiment de diamants, mais il reste encore une dernière étape. Il s'agit de consumer l'excès de carbone. Il paraît que les diamants sont éternels. C'est parce que ça prend l'éternité d'en fabriquer. Carrie prend donc son mal en patience. Cela va-t-il payer? Ils sont peut-être microscopiques, mais ils sont censés avoir la taille de graines de fenouil. Jusqu'ici, je ne vois rien, à part du beurre de cacahuète brûlé. Mais tout n'est pas encore perdu. Si Carrie n'arrive pas à discerner les diamants, un expert le pourra peut-être. Je n'ai pas envie de tout jeter à la poubelle, alors qu'il est possible que ça marche. J'ai tout le matériel à rembourser. C'est bien connu, les singes se damneraient pour une banane. Mais dans les films comiques, la banane a un rôle bien plus inavouable. Un rôle qui lui vaut toute l'attention des Mythbusters. Je sors mon Jamie. Mais Jamie a eu beau marcher sur des pots de banane, il n'est pas tombé une seule fois. Nos amis vont donc passer la vitesse supérieure avec ce mythe de la banane. Comme dirait Adam, on fait ce qu'on peut. C'est génial. J'ai rien senti. Comme on s'attend à faire pas mal de chutes, on va fabriquer un sol spécial pour éviter les blessures. Voilà de quoi il se compose. Ces chambres à air sont la première couche de notre sol amortissant. Ces planches forment la deuxième couche. Et ce lino est la troisième. Et s'ils se sont autant bougé le postérieur, c'est justement pour le protéger. Ça a l'air terminé, mais il manque encore un élément crucial. Des pots de banane, des centaines et des centaines de pots de banane. On va les éparpiller sur le sol pour former un véritable parcours d'obstacles de film comique et on courra dessus comme ça. Gagné! Avec ce test, ils offrent au mythe de la peau de banane une dernière chance de se rattraper. On a un camion rempli de bananes et la patinoire est prête. Il ne nous reste plus qu'à éplucher toutes ces bananes. Et pour ça, il nous faut soit des singes, soit des volontaires. Les singes étant déjà pris, ils doivent se résoudre à utiliser des volontaires. Pendant que l'épluchage progresse, Adam continue l'installation. Je vais disposer 8 de ces cônes sur la patinoire avec un œuf dessus. Le but du jeu est de ramasser les 8 œufs en faisant des allers-retours le plus vite possible sans... J'arrive pas à le casser. Une fois les œufs récupérés, on sonne la cloche et ça arrête le chrono. La reine est prête et Jamie sera le premier à se lancer. Ça va te faire perdre en agilité. C'est pas par hasard qu'on en remplit les boîtes. Ça protège la marchandise. Maintenant que l'arrière-train de Jamie est bien rembourré, les pots de banane vont avoir l'occasion rêvée de prouver que leur réputation n'est pas usurpée. Mais s'ils ne tombent pas sur les fesses, le mythe sera bidon. Bon, test de vitesse sur pot de banane. T'es prêt?
5 secondes. 10 secondes. 15 secondes. Et tombe pas. Il a encore réussi. Les dons d'équilibriste de Jamie dépassent l'entendement. 40 secondes, bien joué. Ce test n'est pas une course de vitesse, il est fait pour démontrer à quel point les peaux de banane sont glissantes. Et elles le sont vraiment. Et j'ai dû faire très attention à ne pas perdre l'équilibre. Et même comme ça, j'ai un peu glissé. Mais sa prudence invalide le résultat de Jamie, car selon les lois des films comiques, il ne doit pas s'attendre à tomber. Pour son deuxième essai, il se lâche complètement. Jamie en mode turbo. Enfin, les peaux de banane savourent leur revanche. Et malgré tous ses efforts pour se rattraper, Continue. 29 secondes, tu peux encore battre ton temps. le fou rire le terrasse. Je l'avais jamais vu comme ça. Et les données étant incomplètes, tout repose maintenant sur Adam. Mi-homme, mi-banane. C'est le Banana Boy. Test de vitesse sur peau de banane d'Adam. 3, 2, 1. Et les résultats parlent d'eux-mêmes. Dépêche-toi. 52 secondes et 2 centièmes. C'était génial. Cela fait 6 chutes en moins d'une minute, ce qui ramène ce mythe dans le domaine du plausible. Nous n'avions plus aucun doute, mais Adam a prouvé de manière définitive que les peaux de banane sont glissantes. Et je crois qu'il a passé plus de temps par terre que debout pendant son parcours. Le vrai truc, c'est de comparer les peaux de banane à ce qui se fait de mieux en matière de glissade. Ce sera le but de notre prochain test. Mais personne ne testera quoi que ce soit tant que ce chantier n'aura pas été nettoyé. Notre planète a parfois de violentes colères. Plus on descend sous la surface et plus les choses empirent. Sous l'effet de la chaleur et de la pression, le charbon se transforme en une pierre précieuse adorée des femmes. Mais il existe peut-être d'autres moyens de fabriquer des diamants. Les Mythbusters s'affrontent pour le savoir. Les chances de Carrie semblent bien minces. Je ne vois pas vraiment de diamant. Mais après avoir fait quelques recherches, Tori comprend ce qui se cache derrière la recette désespérément vague proposée par les experts. J'ai tout ce dont j'ai besoin pour fabriquer un diamant. L'autocuiseur. Les ingrédients, mon morceau de graphite. Il me faut également du nitrate ferrique. Je vais donc mettre ça là-dedans, et le tout dans l'autocuiseur. C'était une explication de premier ordre. Mais n'oublions pas l'ingrédient le plus important, une graine de diamant. Sans elle, la recette n'a aucune chance de fonctionner. Pour des raisons de sécurité, Tori installe un pistolet électrique. Ça fait longtemps qu'on s'en est pas servi. J'ai oublié ce que ça faisait. Et il allume le gaz depuis l'extérieur du bunker. Je vais laisser le tout mariner pendant 3 jours. Et je reviendrai voir si j'ai des diamants. Et pendant que Tori attend, Grant part chez un forgeron pour sa propre tentative. Pour cette recette de diamant, il faut faire fondre du fer. Pour cela, il faut une fonderie. Notre atelier n'étant pas équipé d'une fonderie, je suis donc venu dans un endroit qui en possède une, The Crucible. Cette recette est censée reproduire la chaleur et la pression nécessaires pour créer des diamants naturels. Il suffit de faire fondre du graphite dans du fer fondu et de tremper le mélange. Ensuite, on utilise de l'acide pour dissoudre le fer et on obtient de beaux diamants brillants de 1000 feux. Pour mettre cette recette en œuvre, Grant demande l'aide du maître fondeur Nick DiFilippo. Très bien. Allons-y. Il introduit le graphite et le fer dans le four qui les chauffera à près de 1400 degrés. Brûle!
Livrez-moi des diamants! À une telle température, Grant prend quelques libertés avec le règlement du défi. 20 minutes plus tard, c'est l'heure de vérité. Ça y est, vous allez verser? C'est parti. Voilà le fer. Au contact de l'eau, le métal est censé se contracter et former des diamants. Il suffit ensuite d'attendre que le fer refroidisse pour procéder à la récolte. Riche. Je vais être riche. Ce boulot finit enfin par payer. Grant semble en bonne position pour remporter ce défi. Sa cueillette en poche, il retourne à l'atelier pour étudier ses trouvailles. L'idée, c'est qu'à ce point du procédé, les diamants sont déjà formés. Ils sont enfermés dans des gangs de fer et il faut donc éliminer le fer pour les récupérer. Si Grant s'est installé à l'extérieur, ce n'est pas simplement pour profiter du chant des oiseaux. Il va plonger le fer dans un bain d'acide hydrochlorique super concentré. Mais les premières impressions sont un peu décevantes. Il y a des bulles à foison, mais pas le moindre diamant en vue. Pour l'instant, ça ressemble à une sorte de limonade de courge trouble assez peu appétissante. Je crois que je vais laisser l'acide agir pour voir s'il arrive à bien dissoudre le fer. Je suis sûr qu'il y a une fortune qui se cache là-dessous. L'espoir fait vivre, Grant. Les Mythbusters s'attaquent à l'un des grands classiques des films comiques. Glisser sur une peau de banane. 37, allez! Vous avez aimé les peaux de banane? Vous allez adorer la suite. On voulait comparer les peaux de banane à un matériau extrêmement glissant. Et nous avons trouvé un lubrifiant utilisé pour aider les animaux à mettre bas. Nous allons en répandre sur la patinoire. Je sens qu'on va bien rigoler. Mais ce test a un but sérieux. C'est génial! En les comparant au lubrifiant, ils pourront évaluer à quel point les peaux de banane sont glissantes. Ça fait tout drôle. Pour moi, c'est ce qui se fait de mieux en matière de sculpture provisoire. Vous voyez, la sculpture que je viens de créer n'a existé que le temps d'une fraction de seconde. Je recommence. Vous voyez? Impressionnant. Mais passons aux choses sérieuses. C'est parti pour la bave. Une fois aspergée, la patinoire est prête. Quant au test, vous connaissez la procédure. Le lubrifiant de la mort, c'est parti. Jamie sautille, patine et piétine. Mais le lubrifiant finit par l'avoir. Lève-toi! 37 secondes! Jamie n'est tombé que 2 fois. Mais comme il n'est pas arrivé au bout des bananes, tout se jouera sur la performance de Adam. Sois prudent, gamin. 3, 2, 1. La vache! On dirait du patin à glace. Je contrôle quasiment rien. 22 secondes. Chute numéro 1. C'est ici que commence le décompte. J'ai fait combien? 1 minute 20 secondes. C'était pas du cinéma. Plus ça avance et plus ça empire. Avec 2 chutes de plus et un temps final plus long de 30 secondes, il était de toute évidence presque inévitable de tomber sur le lubrifiant. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à se relever une fois par terre. J'avais les genoux et les coudes tout glissants. Ça partait dans tous les sens. C'était très dur de se redresser. Lubrifiant contre peau de banane, quel est le vainqueur? Je donnerais 9 sur 10 au lubrifiant. Je peux imaginer des trucs plus glissants, comme un tapis de patin à roulettes. En comparaison, je donnerais facilement 6 aux peaux de banane. C'est juste pour le fun.
Maintenant que Adam a pu réaliser son fantasme, nos amis s'offrent un banana split. Au final, tu dirais quoi? C'était quoi le mythe au départ? Alors, dans les films comiques, une peau de banane plus un passant égale une chute. Dans ce cas, le mythe est bidon, parce qu'une peau de banane est très loin de garantir une chute. Mais je dois admettre qu'avec sa peau rugueuse et son dessous lubrifié en permanence, c'est l'instrument idéal pour une glissade. Je dirais bidon, mais de justesse. D'accord. Le mythe de la peau de banane est bidon, mais ils en ont déjà un autre en vue. J'en ai un bon. Dis-moi. La double trempette. Ah oui, on ne peut pas tremper, mordre et retremper, comme dans Seinfeld. Oui, ce mythe est beaucoup plus vieux que ça, mais Seinfeld l'a popularisé. Si je me souviens bien, lorsque George est accusé de faire ça, il s'entend dire que tremper, mordre et retremper équivaut à plonger toute la bouche dans le bol. Pour le transfert des microbes. Appétissant. C'est l'un des passages cultes que les fans de la série Seinfeld nous ont demandé de tester. En toute innocence, George enfreint les lois du buffet. What? Did you just double dip that chip? Excuse me? You double dipped the chip! En trempant ses chips une deuxième fois. That's like putting your whole mouth right in the dip. Est-ce simplement de l'intox? Ou y a-t-il du vrai derrière tout ça? Just take one dip and end it. Selon cette théorie, tremper des chips déjà mordus transférerait les microbes de votre bouche dans le bol, puis à d'autres personnes. Mais les microbes de votre bouche peuvent-ils réellement monter en stop sur des chips? Tu vois ça comment? On a des chips, de la sauce, et on va ressortir nos vieilles amies, les boîtes de pétri. On fera un contrôle. On trempera 2 fois et ensuite on plongera toute la bouche dans le bol. Un bol chacun. Tu préfères? Oui. D'accord. Avec un bol chacun et quelques boîtes de pétri préparées avec une solution de soja et d'agar-agar pour la culture des bactéries, ils vont pouvoir œuvrer pour la science. Nous avons une sauce à base de crème, une autre de style mexicain et des chips. Voici le principe. Avant de commencer, nous allons enfoncer un coton-tige dans les sauces, en badigeonner les boîtes de pétri et observer leur développement. Ce sera la référence. Ensuite, on trempera 2 fois nos chips dans les sauces. On trempe, on mord et on retrempe. Ensuite, on laisse à nouveau la culture se développer pour voir si on obtient de nouvelles bactéries. Mais ce mythe comporte encore autre chose. Le type dit que tremper 2 fois ses chips équivaut à plonger la bouche dans le bol. On va donc se mettre le plus de sauce possible dans la bouche et tout recracher. Ça va être dégoûtant. Ensuite, on laissera à nouveau les bactéries se développer et on comparera les résultats à ceux obtenus précédemment. Tu veux une serviette pour ta moustache? T'inquiète pas pour ça, merci. C'est aussi simple que ça. Adam et Jamie préparent chacun 3 boîtes de pétri. Parfait. Pile à 36,6. C'est-à-dire la température du corps humain. Oui, on va les laisser pendant 24 heures et on reviendra vérifier demain. Grâce au miracle du montage, nous voici déjà au lendemain. Les microbes sont prêts à connaître leur heure de gloire. Mais il y a un problème. Voici la référence, et la sauce contient déjà des bactéries. Ils vérifient tous les échantillons de sauce et tous donnent le même résultat. Même sans la moindre trace de salive, la sauce grouille déjà de microbes. Qu'est-ce que t'en penses? Que j'ai plus peur de la sauce que des bactéries qu'on va générer pendant l'expérience. La sauce est déjà une grosse source d'interférences. On va donc procéder à un test bactériologique en nous basant sur un ingrédient qui comporte déjà beaucoup de bactéries. Les arbres vont cacher la forêt. On va devoir recommencer en éliminant certaines variables. Comme on trouve davantage de bactéries sur les cultures de référence qu'entre les doigts de pied de Adam, ils vont devoir passer au plan B. Les Mythbusters sont tout feu tout flamme à l'idée de créer leur propre diamant. Mais jusqu'ici, leurs résultats ne sont pas franchement brillants. Je suis sûr qu'il y a une fortune là-dessous. Mais Tori n'a pas encore terminé. Sa recette est simple. Il a enfermé du graphite et des composants chimiques dans un autocuiseur et a laissé le tout cuire pendant 3 jours.
Va-t-il découvrir un diamant en ôtant le couvercle? Ça fait 3 jours. Je vais voir ce que ça a donné. Mon seul problème, c'est de décider de ce que je vais faire avec tout cet argent une fois que j'aurai lancé ma boîte de diamants. Tori ne vendrait-il pas la peau du diamant avant de l'avoir trouvé? Bon sang. Le graphite ne s'est pas transformé en diamant. Ce n'est pas un très bon départ pour ma société. Tori a beau avoir suivi la recette à la lettre, au bout de 3 jours, il ne récolte qu'une graine de diamant sale. Ce qui signifie qu'aucun vainqueur ne se dégage clairement pour ce défi. Pour obtenir l'avis d'un expert, ils se rendent donc à l'université de Berkeley pour consulter le Dr Kent Ross et son microscope électronique. Il commence par le mélange de graphite et de fer de Grant. Rien de ce que je vois n'a une forme permettant de dire avec certitude que c'est un diamant. Grant est hors course. C'est au tour de Carrie et de sa bouillie de beurre de cacahuète. Du charbon. C'est du charbon. Pas de diamant? J'en vois pas. Ce qui ne nous laisse que Tori et sa graine de diamant. Les bords droits des faces taillées sont toujours parfaitement lisses. L'expérience ne l'a pas modifié du tout. La graine n'a pas grandi d'1 millimètre. L'aventure est terminée. Pas de diamant, pas de vainqueur. Mais que peut-on en conclure pour le mythe? On a tous échoué misérablement à fabriquer des diamants. Je crois qu'on peut affirmer que ces 3 recettes sont bidons. Complètement bidon. Mais nos documentalistes ont découvert une personne qui peut réellement fabriquer un diamant à la sauce Mythbusters. Qui? Vous vous souvenez de Van Romero? De New Mexico Tech. Il se dit en mesure de créer des diamants et il veut nous le montrer. Super, qu'est-ce qu'on attend? Pour découvrir les secrets de fabrication d'un vrai diamant, les Mythbusters se rendent à l'Institut minier et de technologie du Nouveau-Mexique où les attend le docteur Van Romero. Il paraît que vous fabriquez des diamants? Vous avez frappé à la bonne porte. À New Mexico Tech, nous faisons de la recherche appliquée et de la recherche industrielle, et entre autres de la fabrication de diamants. Assez de baratin, dites-nous comment on fait. Je vais faire mieux que ça. Je vais vous montrer. Encore mieux. Venez. Pour la première étape de la méthode mystère, il faut se rendre au milieu de nulle part. Où est-ce qu'il nous emmène? Il veut se débarrasser de nous. Deuxième étape, pénétrer dans le bunker inexpugnable. Quant à la troisième étape, Tori a sa petite idée. Vu qu'on se trouve devant un bunker, j'en déduis qu'on va utiliser des explosifs, ce qui est toujours sympa. Tori a tout compris. Pour Van, pas de bling-bling sans boom. Et pas n'importe quel boom. Ce sera la plus grosse explosion de l'histoire des Mythbusters. Dans l'épisode « Le requin et la poudre noire », Hugo le requin a connu une sortie en beauté grâce à 200 kilos d'explosifs. Dans Chute de 6700 mètres, 250 kilos ont fait partir une gare en fumée. Et dans Nettoyage d'une bétonnière, 360 kilos d'explosifs ont permis à un camion de connaître les joies du vol. Mais tout ceci sera vite oublié, car sur le site de l'expérience, à 500 mètres du bunker, les hommes de Van remplissent un cylindre en bois de 6 mètres de haut avec 2250 kilos d'explosifs ultra puissants. Mais une explosion d'une telle puissance peut-elle réellement générer des diamants? Vous êtes prêts pour les diamants? Oui. Mise à feu. Accrochez-vous à votre fauteuil, ça va secouer. Mise en charge. 5, 4, 3, 2, 1, 0. C'était génial! 10 fois plus puissante que toutes les autres explosions de Mythbusters. C'était vraiment une détonation à tout casser. Mais a-t-elle engendré des diamants? Les Mythbusters se penchent sur un mythe très appétissant tiré de la série américaine Seinfeld. Ils veulent savoir si le fait de tremper 2 fois ces chips peut être considéré comme un acte de guerre bactériologique.
Mais leur premier test a été réduit à néant par une prolifération de microbes. Cette fois-ci, ils vont prendre des précautions. On va procéder comme d'habitude. On va éliminer certaines variables avant de reprendre l'expérience. Sauce stérile, chips stériles, espace de travail propre, gants en caoutchouc, masques chirurgicaux. La seule variable sera notre salive. Exactement. Super, au boulot. Adam commence par la stérilisation des chips qui vont se faire irradier dans les locaux de la Nutec Corporation. Il paraît que vous pouvez me stériliser ces chips? Oui. Mais avant de procéder à l'irradiation, Adam pose la question qui lui brûle les lèvres. Seront-elles encore comestibles? On pourra encore les manger? Oui, elles auront peut-être un drôle de goût, mais elles ne présenteront aucun danger. Parfait. Mais le plus important, c'est qu'elles seront stériles. Ça y est, c'est le point de non-retour. Si les bactéries avaient des mains, elles s'en serviraient certainement pour appuyer sur ce bouton. Mais ce n'est pas possible. Adios. Nous conseillons aux amis des bactéries de détourner les yeux s'ils ne veulent pas assister au déferlement de radiation qui s'apprête à s'abattre sur les chips. C'est beaucoup plus marrant que je ne l'aurais cru. On voit le rayon s'abattre comme un marteau pour écrabouiller les bactéries, avec les électrons qui éparpillent la vie bactériologique aux quatre vents. Comme toujours, Adam s'amuse comme un petit fou. Et très vite... Et voilà, un paquet de chips stérilisés. Pendant ce temps, à l'atelier, Jamie ne ménage pas sa peine. Il fabrique une pièce fermée pour le test, puis s'attaque à de la sauce décontaminée. Je sens que ça ne va pas être très bon, mais ce sera certainement instructif. 2 tiers d'agar-agar, 1 tiers d'eau stérilisée, et le tour est joué. Bon, ben... je crois que je n'obtiendrai rien de mieux comme sauce. La sauce stérile est prête. Pour s'assurer que l'expérience se déroule correctement, nos amis ont demandé l'aide du Dr Russell Vance, spécialiste de la pathogenèse. C'est celui du milieu. Alors, Il commence par un échantillon de référence de sauce. À l'aide d'un matériel beaucoup plus avancé que celui des Mythbusters, le Dr Vance prépare les boîtes de pétri. et maintenant, Maintenant, on trempe nos chips, sauf que cette fois-ci, elles ont été irradiées. Allons-y. Après la double trempette des chips, la sauce est échantillonnée. Il ne reste plus que le test de la bouche dans le bol. Allons-y pour le plus dégueu. Et c'est une nouvelle fois un régal pour les yeux. C'est presque pire à regarder qu'à faire. L'expérience est terminée. Le Dr Vance s'occupe des derniers échantillons qui partent pour l'incubateur en compagnie de leurs collègues. Ils sont dans l'incubateur. merci Dr Vance. Il n'y a plus qu'à attendre. L'attente sera courte. Pour ceux qui ont reproduit l'expérience à la maison, voici les résultats attendus. Selon ce mythe, tremper ses chips une deuxième fois favorise autant la transmission de virus que le fait de plonger la bouche dans le récipient qui contient la sauce. Si c'est vrai, on devrait retrouver la même quantité de bactéries sur les boîtes de pétri des deux expériences. C'est parti. Voici ma référence. Il n'y a rien, Voilà la tienne. rien. Comme prévu. C'est un bon début. La sauce concoctée par Jamie était parfaitement saine. À partir de là, tous les microbes présents auront été apportés par la salive. Voilà mes chips. Peut-être une. Il y a une colonie de bactéries. Et pour Jamie, Peut-être 3 ou 4. il faut maintenant comparer cela aux résultats du dernier test. Plein. Des tonnes. Le tien maintenant. Beaucoup aussi. C'est pareil. Je crois que c'est clair, non? On ne peut plus clair, en effet. La théorie des chips trempés 2 fois est bidon. Les Mythbusters ont lamentablement échoué à fabriquer leurs propres diamants. Poubelle. À l'abri dans un bunker, ils testent maintenant le mythe de la création de diamants par explosion. C'est
C'était génial! Selon cette théorie, la pression et la chaleur au centre de l'explosion sont si intenses que le carbone s'y transforme instantanément en diamant. Pour creuser cette idée, ils retournent au labo pour préparer leur propre explosion, d'une taille beaucoup plus modeste. Cette fois-ci, ils vont voir toutes les étapes. Quand on fait une explosion industrielle, Tout commence par un cylindre métallique à l'aspect inoffensif. voici l'instrument que nous allons utiliser. C'est vous qui allez le remplir. Ce tube en métal sera au cœur de l'explosion. Et au cœur du tube se trouve un mélange de graphite, de cobalt et de divers autres ingrédients. Même pression? Ouais. Une fois les ingrédients compressés et l'appareil fermé par soudure, la détonation peut avoir lieu. C'est d'une simplicité déconcertante. Super. À nous les diamants. Le cylindre est posé exactement au centre d'un tonneau en bois, lequel est rempli jusqu'à ras-bord d'en faux. Ça sent bon. Ça sent le diamant. La situation étant littéralement explosive, il se replie une nouvelle fois dans le bunker. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sympa cette technique. Super. Allons voir. Ça a marché? Oui. La détonation était un poil plus faible, mais le résultat devrait être le même. Des diamants, peut-être. Je pensais que ce serait bien pire que ça. Attention, c'est chaud. N'y touchez pas. Attrapez-le avec ça. Ça brûle. C'était le but. Pression et chaleur. Oui. Ouais. La déformation du métal est impressionnante. On commence avec un cylindre en métal et après l'explosion, on se retrouve avec une sorte de grosse saucisse. Le métal s'est rétréci et avec un peu de chance, quand on l'ouvrira, on trouvera des diamants. À l'atelier, c'est l'heure de vérité pour la mise à nu de ce mythe. Tori est si confiant dans le résultat qu'il a mis des lunettes pour protéger ses yeux de l'éclat des diamants. Êtes-vous prêts pour les diamants? Montre. C'est excellent. Bon travail. Où sont les diamants? Il faut d'abord procéder à quelques opérations chimiques. Ça n'a l'air de rien. Mais après un rapide bain chimique pour éliminer le cobalt et le graphite, ça n'a toujours l'air de rien. Mais ce sont de vrais diamants. Pas des pierres précieuses, mais des diamants. Ils ont quelle valeur? Je dirais 25. 25 000? Non, 25 centimes. C'était de l'argent bien dépensé. Tant pis, je m'en ferai offrir. L'explosion a peut-être reproduit la pression et la chaleur qui règnent au centre de la Terre, mais même avec un tel déploiement d'énergie, on n'obtient que de microscopiques diamants industriels. On a créé des diamants grâce à une méthode très spectaculaire mais impossible à reproduire chez soi. Mais malgré la pression et la chaleur obtenue, on n'a pas réussi à fabriquer de pierres précieuses. On a fait de petits diamants, du genre de ceux utilisés dans l'industrie sur les forêts ou les lames des scies. Le mythe des diamants maison est donc complètement bidon. Comme quasiment tous les trucs pour s'enrichir rapidement. C'était du vent. Vous voulez revoir l'explosion avec 2 tonnes de poudre? Super! Ouais. Ils n'ont peut-être pas réussi à faire fortune grâce aux pierres précieuses, mais ils sont quand même entrés dans l'histoire de l'émission. Cette explosion vaut son pesant d'or.